Le 3 août 2021, à 11h25 du matin, une caméra de surveillance a filmé une touriste suisse marchant de son hôtel en direction d'une cascade. Elle semblait calme, un téléphone à la main, un petit sac à dos sur les épaules. 18 minutes plus tard, une autre caméra à l'entrée de la forêt a enregistré une personne sur une vieille moto. Ces 18 minutes seront les dernières de la vie de Nicole Seuwen-Wieskup en tant que personne vivante. 2 jours plus tard, son corps sera retrouvé dans un ruisseau, dissimulé sous une bâche sombre. La police comprendra alors qu'elle ne dispose que de ces images granuleuses et d'une seule chance pour préserver l'honneur du pays face au monde. Qui est cet homme à moto et pourquoi a-t-il voulu ôter la vie à cette touriste? En 2021, les conséquences de la pandémie mondiale ont durement frappé la Thaïlande. Les effets se sont manifestés immédiatement, mais les autorités espéraient un rapide retour à la normale du tourisme. Il est vite devenu évident que les difficultés allaient durer, rendant les prévisions incertaines. Le coup a été particulièrement dur pour Phuket, qui tirait plus de 90% de ses revenus du tourisme. En un an, depuis le début de la pandémie, le nombre de visiteurs a chuté de 99%. C'était une véritable catastrophe. Pour y faire face, un programme appelé « Bac à sable de Phuket » a été lancé. Il permettait aux touristes vaccinés de visiter l'île sans quarantaine. La survie économique du pays en dépendait. Tous, citoyens et entreprises, faisaient de leur mieux pour tenir. Je m'appelle Marc Lefebvre, vous regardez la chaîne Vérité Sombre. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravi de votre abonnement et like. Bon visionnage. La situation était régulièrement relayée par les médias officiels. Avant la pandémie, environ 43 000 arrivées étaient enregistrées chaque jour. Désormais, hôtels et restaurants étaient vides et les villes touristiques semblaient désertes. En 2021, les restrictions ont été levées, tout en renforçant la sécurité. Seuls les touristes vaccinés et négatifs au Covid pouvaient obtenir un visa et prolonger leur séjour après un 3e test. Après le lancement du programme, des signes positifs sont apparus. Même si les revenus n'atteignaient pas les niveaux d'avant la pandémie, les visiteurs ont recommencé à affluer. La majorité venait d'Europe, notamment du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, ainsi que des États-Unis et d'Israël. Les touristes d'autres pays étaient moins nombreux, mais profitaient aussi de l'occasion. Parmi eux se trouvait Nicole Seuwen-Wieskup, originaire de Suisse. Née en 1964 dans une famille de classe moyenne, elle était connue pour sa responsabilité, sa gentillesse et son amour dès son plus jeune âge. À l'école, ses résultats étaient remarquables. Très tôt, elle considérait la réussite professionnelle comme la clé d'une vie stable. Après son entrée à l'université, elle chercha un emploi. Elle s'intéressait au secteur public, mais y faire carrière n'était pas facile. Après l'obtention de son diplôme, la chance lui sourit. Elle rencontra celui qui deviendrait son mari. Leur relation était heureuse, mais ils décidèrent de ne pas avoir d'enfants immédiatement, préférant d'abord s'établir solidement. Ils surmontèrent ensemble les difficultés, puis eurent 2 enfants. Nicole prit alors une pause pour s'occuper de ses fils, avant de reprendre sa carrière. Les années passèrent, leur vie s'organisa. Les enfants grandirent et partirent vivre leur propre vie. En 2021, Nicole avait 57 ans. Elle travaillait à l'ambassade suisse, un poste exigeant, surtout en pleine pandémie où sa charge augmenta considérablement. Elle avait besoin de repos. En découvrant le programme Bac à sable, elle y vit une occasion de préserver sa santé mentale. Habituée au contact humain, elle supportait difficilement les restrictions imposées par la pandémie. Partir à Phuket était pour elle une chance de se détendre. Malgré son travail, elle était toujours mariée et mère de 2 fils adultes. Personne ne pouvait l'accompagner dans cette aventure. Mais cela ne la dérangeait pas. Nicole n'était pas du genre à reculer, même si les choses ne se passaient pas comme prévu. Elle décida de partir seule, ses proches et amis étant occupés par leur travail. Le 13 juillet 2021, elle profita de l'offre et prit un vol pour Singapour, puis rejoignit Phuket en Thaïlande. Elle avait de grands projets pour ce séjour. Nicole voulait profiter de la beauté et de la chaleur de ce paradis tropical, se ressourcer au soleil. Elle était perçue comme une personne très responsable, ce qui expliquait sans doute son poste important. Le stress était lourd et elle souhaitait se ressourcer. Pour rassurer ses proches, elle restait en contact régulier avec eux, partageant ses impressions enthousiastes sur l'île. Au début, Nicole séjourna à l'hôtel Sitanil Laguna Resort, non loin de la plage de Pantao et de l'aéroport. Elle s'immergea rapidement dans l'ambiance des vacances, faisant chaque matin une promenade suivie d'une séance de yoga avec d'autres clients et le personnel de l'hôtel. On la voyait rarement dans sa chambre.
Elle visitait diverses attractions, restaurants et lieux intéressants du complexe. Le personnel la respectait beaucoup, la trouvant amicale, polie et généreuse. Elle se promenait généralement seule, ne rejoignant parfois que d'autres touristes à la plage. Ses échanges avec sa famille, par vidéo, étaient remplis de récits émerveillés qui leur donnaient envie de venir ici pour leurs prochaines vacances. Le 27 juillet, elle quitta cet hôtel, mais ses vacances continuaient. Elle prit un taxi pour un autre établissement, situé plus loin sur l'île, dans le quartier de Panois. Elle voulait changer de cadre et se reposer ailleurs. Son nouvel hôtel, le Muring Reso Hotel, offrait une ambiance plus détendue, avec peu d'excursions organisées. Ici, pas de yoga matinal. Nicole se concentra sur la plage et la découverte de sites sauvages, qu'elle explorait souvent seule. Elle partait à pied ou prenait un taxi local pour se promener dans la jungle. Voyageuse expérimentée, elle savait comment se préparer et quel équipement emporter. Le mardi 3 août 2021 était une journée ordinaire pour elle. Nicole se prépara pour une nouvelle promenade. Elle souhaitait visiter la cascade d'Aoyon, un site naturel situé dans une zone forestière tranquille de l'île. L'accès était difficile, mais les paysages en valaient la peine. Elle avait découvert ce lieu grâce à des habitants travaillant à l'hôtel, en leur demandant ce qui valait la peine d'être vu. La cascade n'était pas très connue des touristes, absente des cartes des attractions habituelles, et non desservie par les excursions. Mais Nicole avait décidé de s'y rendre. Connaissant la difficulté du trajet, elle choisit de marcher jusqu'à la cascade, puis de passer du temps sur une plage peu fréquentée à proximité. Elle ne prévint pas ses proches de son itinéraire, la décision étant spontanée, d'autant que son mari et ses fils travaillaient ce jour-là. Nicole avait probablement prévu de partager plus tard ses impressions et ses photos à son retour. Le 3 août 2021, à 11h25 du matin, le personnel de l'hôtel remarqua que cette touriste suisse d'une cinquantaine d'années quittait sa chambre. Nicole portait un short en jean bleu, un débardeur blanc et un pull foncé noué autour des hanches. Il était clair qu'elle s'apprêtait à faire une petite excursion. Un sac à dos sombre était visible dans son dos, indispensable pour la visite d'une cascade située à environ 1,5 km de l'hôtel. Le trajet à pied prenait environ 20 à 30 minutes à un rythme tranquille, sans compter le temps prévu pour se baigner sur la plage. Elle devait donc être absente de l'hôtel pendant seulement quelques heures. Pourtant, Nicole ne revint pas dans sa chambre le soir venu. Sa famille ne reçut pas le traditionnel appel, ni les messages habituels relatant ses nouvelles découvertes, ce qui était inhabituel, car elle tenait toujours ses proches informés de son séjour. Son mari, inquiet, tenta de la joindre sans succès. Il se rassura en pensant à un problème de réseau et se coucha. Le lendemain matin, le personnel de l'hôtel constata également son absence. Habituellement, elle se levait tôt, allait prendre son petit déjeuner et saluait le personnel. Ce jour-là, elle ne se montra pas. Mais personne ne s'en inquiéta outre mesure, supposant qu'elle se reposait. L'inquiétude de son mari grandit lorsqu'il réalisa qu'il n'avait toujours pas réussi à la joindre près de 24 heures plus tard. Ses tentatives pour obtenir des informations auprès de l'hôtel échouèrent. Les démarches administratives prirent du temps. Jusqu'au 5 août, on n'avait aucune nouvelle de Nicole. Ce jour-là, un habitant de Phuket se promenait vers la cascade d'Aoyon aux alentours de 13h30. L'homme, âgé de 31 ans, aperçut quelque chose d'étrange au pied de la cascade. Une grande étoffe noire semblait recouvrir un objet. En s'approchant, il remarqua des jambes humaines dépassant de dessous le tissu. Choqué, il alerta immédiatement la police. À l'arrivée des forces de l'ordre, il était évident que la victime était là depuis plusieurs jours. Il n'y avait plus rien à faire pour elle. Les enquêteurs commencèrent par tenter d'identifier la femme. Sous le tissu noir, ils découvrirent un corps. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une locale. On pensa d'abord à un accident. Une touriste aurait glissé sur les rochers humides, chuté de la hauteur et se serait blessée ou noyée. Mais l'examen approfondi du lieu révéla une réalité plus sombre. Le corps, partiellement vêtu, montrait des signes inquiétants. Le bas du corps était dépourvu de shorts et de sous-vêtements, lesquels furent retrouvés à proximité. Ces éléments laissaient supposer une agression. Autour du corps, on trouva un téléphone portable, des baskets, un short et une veste. Ces effets correspondaient aux affaires de la touriste séjournant à l'hôtel voisin. Parmi les objets, une carte portant le nom de Nicole Soven Weiskop fut retrouvée.
Après vérification, l'identité de la victime fut confirmée. Il s'agissait bien de cette femme d'une 50aine d'années venue de Suisse. Sur le corps et la tête, plusieurs ecchymoses furent relevées, pouvant résulter d'une lutte ou d'une chute accidentelle. Pendant que les experts poursuivaient leur travail sur place, le corps fut transporté pour une autopsie. Malgré les marques visibles, aucune ne semblait mortelle, ni suffisante pour provoquer une perte de conscience. Ces blessures ressemblaient davantage à des éraflures liées à une lutte pour la vie. Bien que le ruisseau soit peu profond, la présence d'eau dans les poumons suggérait une noyade. Une nouvelle hypothèse émergea alors. Nicole aurait pu perdre connaissance à cause d'un problème de santé ou de l'effort physique lié à la montée, compte tenu de son âge. Mais cette théorie ne pouvait expliquer l'absence de sous-vêtements ni la présence du tissu noir recouvrant son corps. Il était clair que ce n'était pas un simple accident. Après avoir identifié la victime, les autorités contactèrent sa famille via l'ambassade. Cette nouvelle fut un choc pour ses proches. Malgré la douleur, ils aidèrent les enquêteurs en fournissant des informations. Il apparut que Nicole ne souffrait d'aucune maladie. La thèse de la mort accidentelle devenait de moins en moins crédible. L'autopsie ne confirma pas d'agression sexuelle, mais plusieurs objets de valeur, dont de l'argent liquide, avaient disparu de son sac. La perte d'argent pouvait indiquer un mobile criminel, même si, vu le lieu, il était peu probable qu'elle ait emporté une grosse somme. Sachant que Nicole logeait à moins d'1,5 km de la cascade, les enquêteurs se concentrèrent sur l'analyse des images des caméras de surveillance. Ces dernières montrèrent qu'elle quittait l'hôtel à 11h33 le 3 août. Elle emprunta un sentier, disparaissant du champ des caméras à 11h48 en s'enfonçant dans la forêt. Il était évident qu'elle allait vers la cascade d'Aoyon, mais le moment et les circonstances de l'attaque restaient inconnus. L'agresseur avait peut-être attendu une victime au hasard près de la cascade, ou bien ciblé spécifiquement cette touriste. Sur les images, seule Nicole apparaissait, sans personne la suivant. Cependant, quelques jeunes gens furent repérés se dirigeant dans la même direction, avant et après qu'elle ait pénétré dans la jungle. Ces individus furent placés sur la liste des suspects et firent l'objet de vérifications. L'enquête prit de l'ampleur et attira l'attention du public. Les rares touristes présents à cette période commencèrent à s'inquiéter pour leur sécurité. Les autorités suisses exprimèrent leurs préoccupations concernant la mort de leurs compatriotes. La famille de Nicole, désespérée, voulait connaître la vérité. De nombreuses demandes furent adressées aux responsables locaux et à la police. L'assassin était toujours en liberté lorsque le gouverneur de l'île fit une déclaration publique, assurant que toutes les mesures étaient prises pour retrouver rapidement le coupable. Cependant, de nombreuses difficultés risquaient de compromettre l'enquête. Quelques jours après la découverte du corps par ce témoin fortuit, une cérémonie commémorative fut organisée près de l'une des plages préférées de Nicole, située en face de l'hôtel où elle avait passé ses derniers jours. Le fait que Nicole soit restée plusieurs jours inaperçue dans le ruisseau compliquait la recherche du criminel, car l'eau avait pu effacer des indices. Les enquêteurs se concentrèrent sur la recherche de témoins et l'analyse des images de vidéosurveillance. Malheureusement, aucun dispositif n'était installé près du ruisseau ou de la cascade. Seules quelques boutiques et établissements situés en bordure des sentiers menant à la jungle disposaient de caméras. Ils sollicitèrent donc l'aide des habitants locaux. Dans les premiers jours, l'attention des enquêteurs se porta sur un groupe de jeunes aperçus près de la cascade sur les images. 2 d'entre eux éveillèrent particulièrement les soupçons, car ils présentaient des blessures aux mains, des griffures et de petites ecchymoses évoquant des gestes défensifs. Cependant, aucun des jeunes interpellés n'a attiré l'attention après une analyse approfondie. Tous avaient un alibi rapidement vérifié. Les blessures des jeunes hommes s'expliquaient par des incidents domestiques. Face à cet échec, sous la pression des autorités locales et des habitants, il fut décidé de revoir toutes les données depuis le début. Cette démarche permit de découvrir une caméra de surveillance située près de la cascade, qui n'avait pas été remarquée lors des premiers témoignages. Les images apportèrent un nouvel élément intéressant. On y vit un habitant local sur une moto rouge, s'arrêtant près d'une zone boisée vers 11h40 du matin, le 3 août. Apparemment, il se trouvait là au même moment que Nicole. L'inconnu prit un petit sac et se dirigea vers la cascade. Son retour se fit environ une demi-heure plus tard. Les enquêteurs remarquèrent qu'il regardait autour de lui avec méfiance, comme s'il voulait éviter d'être vu. Une fois sûr que tout était calme, il remonta sur sa moto et partit.
Le visage de cet homme et le numéro de sa moto étaient difficiles à distinguer sur les images. Ils continuèrent donc à le suivre grâce à d'autres caméras dans la ville et sur les routes. Ils découvrirent ainsi que le principal suspect était un homme de 27 ans nommé Therawat Tatip. Il fut identifié. Il vivait en périphérie de la ville, à environ 3 heures de route. Mais que faisait-il si loin de son village à cet endroit? On ne pouvait exclure qu'il ait délibérément suivi Nicole, mais les vérifications ultérieures n'ont pas confirmé cette hypothèse. Leur rencontre fatale semblait être un hasard. Therawat était un natif de Phuket. Au moment du décès de Nicole, il avait 27 ans. Lors de son premier interrogatoire, il nia toute implication dans le crime, même sa présence à proximité de la cascade au moment des faits. Pourtant, son comportement était nerveux et il semblait cacher beaucoup de choses. L'examen de ses mains et de son corps révéla des ecchymoses et des égratignures, typiques d'une lutte. Comme la victime n'avait pas été agressée sexuellement, les enquêteurs cherchèrent des traces d'ADN sous ses ongles, espérant y trouver des fragments de peau. Les chances étaient minces, car elle avait passé longtemps dans l'eau, ce qui aurait pu détruire ces indices. Pourtant, ils réussirent à extraire suffisamment de matériel pour établir un profil ADN du coupable. L'affaire dépendait désormais de la confirmation officielle. Pendant l'interrogatoire, Therawat fut pris en flagrant mensonge grâce aux images de vidéosurveillance. Sous pression, il finit par craquer. Il fallut plusieurs heures avant qu'il avoue avoir tué Nicole. Peu après, les résultats ADN confirmèrent que les traces sous les ongles de la victime lui appartenaient. Lors d'une conférence de presse, il reconnut sa responsabilité dans la mort de la touriste suisse. Il présenta ses excuses à la famille de Nicole, aux visiteurs de son pays et aux habitants locaux. Curieusement, tout le monde ne croyait pas à sa culpabilité. Beaucoup pensaient que l'enquête avait été manipulée. Ils évoquaient un manque de rigueur policière, la pression des autorités et des touristes. Selon eux, la police aurait simplement arrêté le premier suspect correspondant à la description, le contraignant à avouer. Cette version était notamment défendue par la famille de Therawat. Ils affirmaient qu'il était une personne calme, non portée à la violence. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. Pourtant, les preuves irréfutables parlèrent d'elles-mêmes. Tous les contrôles confirmèrent les soupçons. Plusieurs témoins reconnurent Therawat, et l'analyse ADN fut déterminante. Aucun doute ne subsistait sur sa culpabilité. Au moment du crime, il travaillait comme technicien dans un hôtel de Lille, non loin de son village natal. Il avait pratiqué le kickboxing avec un certain succès, ce qui lui donnait un avantage physique sur une femme frêle. La pandémie fut un coup dur pour lui. En raison des réductions d'effectifs et des retards de salaire, il perdit son emploi. Manquant d'argent, il devait néanmoins subvenir aux besoins de sa famille. Il expliqua avoir cherché des petits boulots, ce qui l'amena près de la cascade. Le 3 août, il se rendit dans la forêt proche, où poussaient des plantes rares, dont des orchidées sauvages. Ces fleurs étaient prisées par quelques touristes. Il espérait en récolter pour les vendre et gagner un peu d'argent. Il se promenait dans la jungle, sans trouver les plantes recherchées, mais remarqua autre chose. Quand Therawat arriva à la cascade, Nicole était déjà là, assise près de l'eau, se rafraîchissant dans le ruisseau. Il aperçut son sac posé sur un rocher. Pensant faire une bonne affaire, il imagina que cette touriste européenne avait de l'argent. Après avoir vérifié qu'elle était seule, il s'approcha discrètement à travers la végétation, espérant lui dérober ses économies. Il hésita un instant quand elle sortit de l'eau, mais ne renonça pas. Lorsqu'elle le remarqua, il la saisit par derrière. Elle se débattit avec force. Un combat s'engagea. Nicole criait, tentant d'alerter quelqu'un, mais personne n'était à proximité. Therawat était assez fort pour la maîtriser. Pour la faire taire, il maintint sa tête sous l'eau. Bien que la profondeur fût faible, cela l'empêcha de respirer. Lorsqu'elle cessa de résister, il la sortit de l'eau et comprit ce qui s'était passé. Elle s'était noyée. Il prit l'argent et s'enfuit. L'histoire paraissait cohérente, mais un mystère restait. Pourquoi Nicole n'avait-elle plus ses sous-vêtements ? Le suspect affirma qu'elle les avait retirés pour se baigner, ce qui semblait peu crédible. Lorsqu'on le confronta à ce point, il changea son récit et prétendit vouloir dire la vérité. Therawat nia toute poursuite délibérée et raconta qu'il était venu dans la forêt pour cueillir des fleurs. Là, il avait vu une touriste seule, assise sur un rocher, les pieds dans le ruisseau. Elle lui plut. Il lui proposa une relation intime, mais Nicole refusa fermement et tenta de partir. Il l'agressa alors. Une lutte s'ensuivit.
Pour la faire taire, il maintint son visage sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se calme. Même après l'avoir sortie de l'eau, il éprouvait encore le désir d'avoir une relation avec elle. Il lui ôta alors ses vêtements et sous-vêtements. Mais en voyant son visage qui devenait bleu, il perdit toute envie. Il décida simplement de prendre ses effets personnels. Il ne trouva que 300 bahts dans son sac, soit environ 8 €. Il prit l'argent, trouva un morceau de toile noire à proximité et recouvrit le corps pour dissimuler les traces du crime. Puis, il s'enfuit précipitamment. L'argent volé fut dépensé pour acheter du jus, des médicaments et réparer son téléphone portable. Ensuite, il continua sa vie comme si rien ne s'était passé. Sa famille ne remarqua aucun changement dans son comportement. Lors du procès, la famille de Nicole ne put être présente. Son mari et ses fils participèrent par visioconférence. Ils purent entendre l'aveu de Terawatt et exprimer leur colère face à sa brutalité. L'avocat tenta de justifier son acte par son état émotionnel. Selon lui, comme beaucoup d'habitants de Phuket, Terawatt traversait une période difficile à cause des problèmes dans le tourisme, ce qui l'avait conduit à un état de détresse. Il a expliqué cet acte de violence incontrôlée par une perte de maîtrise de soi. Cependant, la commission a conclu qu'au moment du meurtre, Terawatt était conscient de ses actes et pleinement responsable. Le parquet a mis en avant la préméditation du crime ainsi que le mobile sordide. L'accusé a été reconnu coupable. Il risquait désormais la peine capitale. L'homme a été transféré dans une prison spécialisée en attendant l'exécution de sa peine. Son avocat a déposé plusieurs appels, insistant sur son aveu ainsi que sur l'absence de preuves d'agression sexuelle. Finalement, ces éléments ont été pris en compte. La peine a été allégée. Grâce à sa coopération avec les enquêteurs, la peine la plus sévère a été annulée. Il devait désormais purger une peine à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La famille de Nicole s'est dite satisfaite de ce verdict. Malgré l'atténuation de la peine, ils estimaient que garder cet homme en prison était la seule façon d'éviter de nouveaux actes criminels de sa part. Le projet Bac à sable avait été conçu comme un havre de paix stérile, où la technologie et la médecine triomphaient du chaos. Mais dans ce système parfaitement calibré, un facteur n'avait pas été pris en compte, le désespoir humain. Terawatt est devenu ce dysfonctionnement dans la matrice, imprévisible par les algorithmes. Les caméras ont permis de le localiser, mais elles n'ont pas pu l'arrêter. Nicole a trouvé la paix en Suisse, tandis que son meurtrier passera le reste de ses jours dans une prison thaïlandaise. Mais la question principale reste ouverte. Phuket est-il devenu plus sûr après l'installation de centaines de nouvelles caméras, ou avons-nous seulement gagné la capacité d'observer de nouvelles tragédies? Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, même dans les jungles numériques, vous avancez toujours seul. Vous avez regardé la chaîne Vérité Sombre. Merci d'avoir regardé et bonne journée.